Radio Copalim, le podcast de la plus grande coopération associative d'Occitanie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce hors-série dédié au droit à l'alimentation. Je suis Christelle Élysée et tous les mois, je vous emmène dans les associations de solidarité de l'aide alimentaire en Occitanie. Aujourd'hui, c'est à l'édition 2025 de Fin d'Avenir que je vous convie. Fin d'Avenir, c'est 130 invités du monde associatif, mais aussi des chercheurs, des élus et des citoyens. Le thème, la participation des publics vers une démocratie alimentaire durable. Découvrez le best-of de cette journée avec une interview bonus à la fin. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une belle écoute. Derrière la question de l'alimentation se cachent des enjeux bien plus vastes. Ce que nous abordons ici touche à la santé, à la justice sociale, au pouvoir d'achat, à l'aménagement du territoire et à un mot qui donne tout son sens à votre mobilisation, à notre mobilisation, la démocratie. Parce que l'alimentation, finalement, c'est un sujet qui est éminemment politique, au sens noble du terme. C'est un droit fondamental, le droit de bien manger de façon digne, choisie, locale et durable. Et force est de constater que ce droit est aujourd'hui fragilisé. En Haute-Garonne, comme partout en France, la précarité alimentaire explose. Le Crédoc estime que 16% des Français ne mangent pas à leur faim. Et derrière ces chiffres, ce sont des vies qui sont bouleversées, des familles qui doivent choisir entre se nourrir ou se chauffer. Et pendant que les demandes d'aide alimentaire ne cessent d'augmenter, les dons, eux, diminuent. Mais au-delà de la quantité, c'est aussi la qualité de l'alimentation qui est en question. Mal se nourrir, c'est tomber malade, c'est vieillir plus vite, c'est vivre moins bien, tout simplement, puisque l'alimentation est l'un des principaux déterminants de santé et elle est donc au cœur de la prévention, de l'éducation, de l'égalité des chances. Et face à cette réalité, le conseil départemental a choisi de ne pas détourner le regard et surtout de ne pas se contenter de réparer, mais de tenter d'agir à la racine. Et nous avons une ambition qui est de dépasser la logique descendante de l'aide pour aller vers une véritable démocratie alimentaire. Et c'est bien le cœur de notre engagement aujourd'hui. Il ne suffit pas de nourrir, il faut permettre à chacun de choisir ce qu'il mange. Manger ne doit pas être un acte subi, dépendant des contraintes, mais un acte libre, conscient et ancré dans les territoires. Cela suppose de poser des questions difficiles. Difficiles pour tout un chacun, mais difficiles pour des collectivités. Comment construire des politiques publiques avec celles et ceux qui sont aujourd'hui les plus éloignés? Comment faire participer des publics précaires, souvent exclus du débat démocratique, aux décisions qui les concernent directement? C'est un défi qui est immense, qui est enthousiasmant aussi. Il nous invite à repenser en profondeur nos modèles de production, de distribution, de consommation et à imaginer un autre rapport à la nature, aux autres et à nous-mêmes. Et c'est un chemin que nous voulons tracer ensemble aujourd'hui. Alors bonjour Madame Hardy. Bonjour, je suis vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne et j'ai en charge notamment l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on est sur un événement qui s'appelle Fin d'Avenir. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est du coup, pourquoi est-ce que le conseil départemental s'intéresse à ce type d'événement et le soutient ? Bien, aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on parle d'alimentation, on ne parle pas uniquement de nourriture, mais on parle de santé publique, on parle de justice sociale, on parle de pouvoir d'achat. Et tout naturellement, et puis bien sûr de démocratie, et tout naturellement, le conseil départemental est très engagé vis-à-vis aussi des publics qui sont impliqués dans la démocratie alimentaire. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus construire de politique publique sans la participation concrète des citoyens et des citoyennes. Et nous, collectivités comme un conseil départemental, il faut qu'on soit vraiment actifs et qu'on puisse co-construire nos politiques publiques avec celles et ceux qui en bénéficient. Je vais passer la parole à Joachim Labouré, qui est président du Mouvement pour l'économie solidaire Occitanie. Ce que nous cherchons, ce n'est pas uniquement de rendre accessible une aide alimentaire. Nous voulons regagner, redonner du pouvoir d'agir,
nous voulons permettre une citoyenneté économique et une citoyenneté alimentaire. Et ce sont ces enjeux d'émancipation que nous avons voulu approfondir au sein du MES Occitanie à travers le projet Nourriture terrestre que nous avons mené. Cette émancipation citoyenne que nous appelons toutes et tous de nos voeux, elle ne sera possible qu'à travers l'action collective et à l'échelle de notre territoire de vie. Et donc à travers la dynamique que chacune de nos structures, à travers les initiatives que nous menons, cette dynamique que nous entretenons chacune à notre échelle. Bonjour Bérénice. Bonjour. Alors, je suis Bérénice Tonden, j'ai un parcours dans le développement local, le travail social, l'accompagnement des personnes demandeurs et demandeuses d'emploi d'ailleurs, et l'économie sociale et solidaire. Donc vous représentez le MES aujourd'hui. Oui, le mouvement pour l'économie solidaire, alors le mouvement pour l'économie solidaire France, parce que je suis la coprésidente du MES France. Et puis, je suis aussi une membre active du MES Occitanie, Mouvement pour l'économie solidaire Occitanie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est né cet événement ? Alors cet événement, il est surtout né avec les acteurs de territoire à vivre, dont ici nous avons comme représentants Alimeco et GESMIP, mais il y avait d'autres acteurs qui étaient représentés dans territoire à vivre. Et ils ont eu toute une démarche de recherche-action sur les questions de démocratie alimentaire. Et on s'est joint à eux sur des événements fin d'avenir, donc c'est le 3e. Que nous co-organisons. Cette année, le MES y a mis un petit peu plus sa patte parce qu'on voulait aussi présenter nos travaux, les nourritures terrestres, c'est une somme d'interviews de 15 organisations de solidarité. Et on a voulu savoir, et de transition aussi, et on a voulu savoir comment les acteurs, les bénévoles, les professionnels regardaient l'implication citoyenne des personnes concernées. Sur la participation des publics. Oui, sur la participation des publics. Ce qu'on a cherché à savoir, c'est est-ce que cette participation, elle allait jusqu'à la délibération, jusqu'à la décision, est-ce qu'elle était à la marge, comment les acteurs s'emparaient de ce sujet, parce qu'on avait le sentiment qu'après le Covid, justement, il y avait des choses nouvelles qui étaient apparues et on s'est demandé si elles s'inscrivaient, je dirais, dans le temps, si elles faisaient système, si elles étaient le symbole d'une nouvelle forme de démocratie. Ce matin, qu'est-ce qui s'est passé du coup dans cette 3e édition de Fin d'Avenir ? Racontez-moi. Alors déjà, on a la chance d'être accueillis par le département de Haute-Garonne, le conseil départemental de Haute-Garonne. Donc Isabelle Hardy, qui est vice-présidente à l'économie sociale et solidaire, a ouvert la séance. Bien sûr à rappeler les liens qu'il y a entre la question des transitions écologiques, elle a cité notamment son collègue M. Bagnéris qui s'occupe plutôt des questions d'agroécologie et de transition écologique, et l'économie sociale et solidaire et les questions de soins, des précarités, ce qui est quand même la compétence du département. Donc on a commencé comme ça et puis on a proposé au public présent, donc à peu près 130 personnes, de travailler en atelier sur justement qu'est-ce que c'était pour eux la question de l'implication citoyenne, et on a posé 4 questions assez simples. Comment on se situe dans un groupe, c'est quoi nos attentes en tant que personne, comment on se positionne dans le groupe, comment on prend place, est-ce qu'on est accueilli, pas accueilli. On a été aussi regarder du côté justement de la décision et de la délibération, et on s'est posé une question simple, mais et si j'étais ministre, qu'est-ce que je ferais ? Et puis on a fini, me semble-t-il, sur comment on fait pour travailler avec d'autres initiatives comme les nôtres, comme la sienne en tout cas. Ça a donné ce que vous voyez au fond, à la fois des tables remplies de plein d'idées, de constats. Donc vous voyez qu'il y a 10 tables et qu'elles sont remplies de plein de, je dirais, de choses nouvelles. Et puis ensuite on a une sorte de fresque avec la phrase qui symbolise nos tables et une idée forte, à fort impact, une idée réaliste et une idée nouvelle, novatrice. Et donc on voit que ça ne manque pas d'idées en tout cas. Et notre projet derrière, c'est de pouvoir faire un plaidoyer un peu
plus conséquent, un peu plus abouti sur les dispositifs publics, de manière à intégrer dans les dispositifs publics actuels la question de la participation des personnes concernées, qui nous semble être un prérequis. Simplement pour cela, il faut le démontrer. Donc on a encore tout un travail à réaliser pour comprendre comment on peut inviter nos élus à penser, et même l'État, à penser la démocratie alimentaire avec ce prérequis de participation des personnes concernées, des citoyens d'abord et avant tout des citoyens. Mais aussi derrière, ça pose la question des droits. Et des droits à l'alimentation, qui est un sujet qui n'est pas simplement abordé ici, qui est abordé au niveau national avec la sécurité sociale et alimentaire par exemple, mais qui est aussi abordé au niveau international avec par exemple le mouvement Nyéléni qui va bientôt se réunir, je crois que c'est au Bangladesh en 2025 en septembre, un mouvement qui est porté par plein de pays pour la souveraineté alimentaire. Et aussi par des réseaux comme je pense à Urgency qui ont beaucoup bataillé pour ces questions de droit à l'alimentation et de communauté autour de l'agriculture en fait, de communauté de soutien à l'agriculture locale et paysanne. Je passe maintenant la parole à mes voisins, à Nawel de l'Alimeco, à Jean-Louis du GESMIP, qui représente le collectif Territoire à Vivre. Territoire à Vivre qui a initié ces journées fin d'avenir et qui porte avec le MES Occitanie cette 3e édition. Merci Joachim. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Louis Clément, président du groupement des épiceries sociales et solidaires d'Occitanie, petite quarantaine de structures présentes sur 7 départements de l'Occitanie. Nous avons rejoint Territoire à Vivre, une expérimentation donc, qui regroupait plusieurs têtes de réseau, effectivement dans le Secours catholique, les Jardins de Cocagne, les réseaux Sivam, Bio-Ariège-Garonne, les réseaux VRAP aussi également. Et ce qui était très intéressant à cette époque-là, c'était d'abord des temps d'interconnaissance, et puis c'était aussi aborder la question de l'alimentation et de l'aide alimentaire sous le prisme beaucoup plus global. On se retrouvait pas juste entre structures de l'aide alimentaire, mais on commençait à aborder les problèmes de l'alimentation d'une façon un peu plus globale. Donc cela nous a conduit aujourd'hui à cette fin d'avenir 3 avec un thème qui est vraiment je dirais, un des piliers centraux pour faire bouger et évoluer l'aide alimentaire. En notre pays, cette aide alimentaire est un peu à bout de souffle. On est sur un système, une façon de fonctionner qui a besoin d'être revue. Et la participation est en tout cas pour le GESMI, et je pense avec les collègues aussi c'est pareil, la participation des publics concernés est le préalable incontournable pour faire évoluer cette aide alimentaire et intégrer, je dirais, effectivement, élaborer ou faire réfléchir l'ensemble des personnes qui pourront faire remonter du terrain, effectivement, des propositions pour que les choses puissent bouger et puissent évoluer. Bonjour, moi je suis Nawel Angelinetti, coordinateur de l'association Alimeco. C'est une toute petite association de quartier à Toulouse, à Bagatelle, dans un quartier populaire. C'est une association qui a été créée par des habitants de quartier pendant la période Covid, où il y a eu un mouvement citoyen qui était particulier, grande solidarité à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est là parce que la question de la participation citoyenne, de comment on prend part et comment on ne laisse personne sur le côté des initiatives, c'est important. Et être ici, c'est sortir un peu du quotidien de ce qui se passe dans le quartier, de créer de la rencontre entre des territoires, entre des associations, entre des habitants, avec des élus. Et en fait, c'est aussi ça, ce qu'on appelle la démocratie alimentaire, c'est qu'on participe tous ensemble et qu'on réfléchisse ensemble à quelles sont les solutions à apporter. Peut-être qu'un jour, on verra une sécurité sociale de l'alimentation à l'échelle nationale ou l'application du droit à l'alimentation à l'échelle nationale. En tout cas, nous, on essaie d'agir à notre petite échelle et d'élargir et de créer de la rencontre parce que c'est un des piliers principaux du droit à l'alimentation, c'est de réfléchir et travailler tous ensemble, sans frontières. Jean-Louis Clément, bonjour. Bonjour.
Jean-Louis, vous êtes président du GESMIP, le groupement des épiceries sociales et solidaires d'Occitanie. Quel est le programme aujourd'hui de cette 3e édition ? Fin d'avenir veut en tout cas encourager les différents acteurs d'un territoire, différents partenaires, différentes structures qui agissent dans le domaine de l'aide alimentaire, à se regrouper, échanger des idées. Et aujourd'hui, c'est échanger sur la question de la participation des publics concernés. Il a été repéré, en tout cas il est un fait maintenant que cette question de la participation est un véritable levier pour faire évoluer l'aide alimentaire dans sa qualité, dans sa quantité, dans l'origine de ses produits et dans la façon d'aborder aussi la production et les relations donc avec la production agricole locale. Alors la participation, en fait, ça pourrait être un vœu pieux, mais en fait, ça devrait devenir une véritable culture. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les solutions ne viennent pas d'en haut et descendent vers le bas, mais qu'au contraire, elles émergent du terrain et qu'elles remontent vers le haut pour définir ensuite des politiques, je dirais, qui sont pertinentes et utiles pour tout le monde. Il ne faudrait pas que la participation devienne une injonction technique auquel il faut répondre dans le cahier des charges pour pouvoir être dans le clou de subvention. Ce n'est pas ça non plus. Ça ne serait pas non plus une réponse émotionnelle. Il faut faire participer les publics concernés, il faut leur demander leur avis. Au-delà de ça, il y a une culture un petit peu à installer, une vraie prise en compte d'un vrai débat, de vrais échanges autour de cette question de l'alimentation, de son accessibilité, de sa qualité. Et tous les acteurs qui sont là, toutes les personnes qui vont être là, sont issus de différents milieux. En fait, la participation, ce n'est pas effectivement que des publics concernés par l'aide alimentaire qui en bénéficient. C'est aussi toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin, qui la produisent. Et c'est ça qui est intéressant. Donc réfléchir ensemble et repartir avec des propositions. Et on espère justement terminer cette journée par une déclaration commune pour que la participation devienne une culture et plus simplement une posture. Jean-Louis, tu as participé à une réflexion autour du droit à l'alimentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Où est-ce qu'on en est en France sur ce sujet ? Alors, c'est un sujet effectivement très intéressant et d'actualité qui est porté par un groupe de députés transpartisans qui souhaiterait effectivement que le droit à l'alimentation soit inscrit dans notre Constitution selon les recommandations des Nations Unies. Cette inclusion, je dirais, incorporation du droit à l'alimentation est effective dans plusieurs pays et commence à produire effectivement du fruit parce que la question de l'alimentation n'est plus quelque chose de secondaire, mais est un véritable droit et permet de poser les questions effectivement de la production de cette alimentation, de son accessibilité, de sa qualité, enfin donc permet d'envisager effectivement sous cet aspect du droit, je dirais, tous les aspects de la question de l'alimentation dans un pays. Et si effectivement on inscrit le droit à l'alimentation dans la Constitution, qu'est-ce que ça change concrètement pour une association qui fait de l'aide alimentaire après ? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut toujours voir de là où on vient et là où on pourrait aller. Là où on vient, on s'aperçoit encore que l'aide alimentaire est attribuée principalement, bien sûr, à des associations d'aide alimentaire, soutenues, bien sûr, par des programmes d'État et d'Européens, mais bénéficiant aussi de dons, de surplus, d'invendus. Et ce système est un peu à bout de souffle aujourd'hui. Et surtout ignore, je dirais, et complètement aussi à côté de toutes les problématiques de production locale, de réduction de l'empreinte carbone, d'une agriculture plus propre, de réduire en fait toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'idée, c'est que incorporer la question de l'alimentation comme un droit permet effectivement de poser toutes les questions, je dirais, envisager effectivement la collaboration de tous les acteurs et d'apporter des solutions globales à la production agricole de qualité, à son accessibilité à tous, quelles que soient les bourses. Le droit à l'alimentation permet de garantir effectivement l'accès à tous à une alimentation saine et adéquate. Alors les termes ont besoin d'être reprécisés, mais en tout cas l'idée c'est ça. C'est garantir à tous l'accès à une alimentation saine, durable et adéquate aussi. Radio Copalim, Radio Cop Alim.
de l'alimentation. Et non, je dis ça. J'avais aussi cette idée-là, c'est pas moi. Non, elle existe déjà. Merci. Quelqu'un d'autre? Ah, pardon. Moi, je pense aussi qu'il y aurait vraiment un impact s'il y avait je ne sais pas comment, mais les moyens qui soient donnés pour qu'il y ait un lieu dans chaque village et chaque quartier pour la convivialité autour de l'alimentation. C'était pas l'idée des PMU de l'ouverture des bars dans tous les villages de France. Voilà, un genre de PMU, voilà. PMU de l'alimentation. Moi, je me dis, la question du plaidoyer, etc., et la question de l'alliance, en fait. Les alliances locales permettent d'avoir un plaidoyer avec plus d'impact. Et en fait, c'est totalement réaliste, parce qu'il y a juste besoin de se retrouver, de faire ensemble comme aujourd'hui. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop, pas d'entre-soi, mais que la communication n'est pas si élargie que ça. Est-ce que l'on ne pourrait pas faire un événement national où tout le monde se mobiliserait ce jour-là et sortirait dans la rue pour prendre possession vraiment du terrain? Je voulais peut-être particulièrement vous détailler aujourd'hui parce que c'est aussi l'objet en particulier du rapport qui a été produit par le MES Occitanie, c'est la question de l'émancipation citoyenne. Cette expérimentation à Montpellier, comme dans plein d'autres villes, elle place au cœur de son fonctionnement les citoyens et citoyennes. À Montpellier, ça se figure dans un collectif qui s'appelle le Comité citoyen, qui est composé d'une 50aine de citoyens et citoyennes de la métropole de Montpellier, dont la moitié sont en situation de précarité alimentaire. Ça, c'était vraiment fondamental parce que c'est vraiment l'incarnation politique de ce projet qui vise à refaire tous ensemble société autour de l'alimentation. Et ce collectif, il a un véritable pouvoir de décision, parce qu'il est en responsable collectivement du choix de l'alimentation qui va pouvoir être accessible dans le cadre de cette expérimentation de caisse. Ça, c'est pour planter un peu le décor. 3 points sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est que finalement, comment est-ce qu'il a été constitué, ce comité? Donc, je vous l'ai dit, il est en mixité sociale. Comment est-ce qu'on atteint la mixité sociale? C'est pas évident, surtout quand on parle d'alimentation durable. Il y a beaucoup de gens qui sont évidemment très convaincus, très désireux d'être partie prenante pour aider à transformer le système. Les grands résultats de ce fonctionnement du comité citoyen, ça a été le développement d'un pouvoir d'agir à l'échelle individuelle. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'agir? Ça se traduit par une augmentation de ce qui va être connaissance en termes de fonctionnement du système alimentaire. On va avec le point sur la transparence que j'évoquais précédemment. Les personnes qui sont comité citoyen maintenant disent en fait je comprends beaucoup mieux comment ça fonctionne, je comprends beaucoup mieux du coup quelles sont les grandes orientations qui à moi en connaissance de cause me semblent justes. C'est aussi une connaissance pour des personnes qui n'avaient pas par exemple de difficultés économiques de ce que c'est finalement le vécu de la précarité alimentaire, qui leur a été partagé par d'autres membres du comité citoyen. Et là, la dimension sensible, je peux vous dire qu'elle a une place fondamentale dans la façon dont en fait, on crée une connaissance de cause en commun à partir de l'expérience d'autres membres du collectif. Ça va être un développement de compétences de débat, de prise de parole en public, de décision, d'arbitrage, dont les personnes témoignent qu'elles se resservent en fait dans leur quotidien en dehors du cercle du comité citoyen, et ça contribue beaucoup à faire que ces personnes se sentent plus légitimes, qu'elles ont plus d'estime individuelle et que voilà, elles osent finalement prendre une place dans la société qu'elles n'osaient pas prendre avant. Et ça, en termes de citoyenneté pure et dure, ça n'a plus tellement de lien avec l'alimentation, mais en termes de citoyenneté, c'est quelque chose c'est un résultat qui est assez fort. C'est aussi une politisation du sujet alimentaire pour les personnes qui voyaient l'alimentation comme un sujet du quotidien, par rapport auquel on a plus ou moins de difficultés. En fait, là, on se rend compte que c'est pas moi qui ai des difficultés par rapport à l'alimentation, c'est tout un système qui est dysfonctionnel et qui fait que j'ai des difficultés à manger aujourd'hui. Donc, il y a un besoin d'avoir une lecture politique des choses et d'aller chercher des réponses politiques. 2 ans après, elles se considèrent comme une famille, et peu importe les différences de point de départ, en fait, aujourd'hui, elles ont créé un objet commun auquel elles s'identifient toutes et tous et qui leur permet de porter cette identité collective en dehors et d'aller défendre ce projet de sécurité sociale de l'alimentation en dehors. Radio Copalim, Radio Cop Alim. C'est l'heure de l'interview bonus.
Après avoir posé mon micro avec les groupes de travail de fin d'avenir et écouté Marie Valzer, chargée de mission à la chaire UNESCO Alimentation du Monde à propos du Conseil citoyen de la Caisse Alim de Montpellier, j'ai rencontré Romain. Romain Clapier est coordinateur de la sécurité sociale alimentaire en Ariège et il me parle de son projet. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, je suis ravie de t'accueillir dans ce numéro spécial qui concerne le droit à l'alimentation pour Radio Copalim. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Romain Clapier, j'ai 23 ans et je travaille sur le projet alimentaire territorial du pôle d'équilibre territorial rural de l'Ariège, donc un syndicat de communautés de communes en Ariège qui œuvre pour relocaliser l'alimentation. Et dans ce cadre-là, je coordonne une association qui s'appelle la Caisse commune alimentaire, qui est une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation pour qu'on puisse tous bien manger en reprenant les principes de la Sécu. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient ce projet et pourquoi est-ce que cette caisse Alim s'est créée? Oui, c'est une idée qui a émergé au cours des différentes réunions avec, tous les gens qui gravitent autour de l'alimentation en Ariège, producteurs, élus locaux, citoyens, associations de solidarité, Emmaüs, enfin tous les gens qui gravitent autour de l'alimentation. Et au fur et à mesure qu'on commençait à comprendre comment fonctionnait le système alimentaire, bah, avec, les coûts cachés de l'alimentation, les impacts sur la santé, les revenus du monde agricole qui sont hyper faibles par rapport à tout le travail qui est déployé, la nécessaire adaptation au changement climatique qu'on va devoir mettre en place pour tous continuer à pouvoir subvenir à nos besoins de base. Eh bien, on en est venu à la conclusion qu'il fallait, changer le système à la racine, donc aller sur un système de type sécurité sociale pour garantir un droit à l'alimentation à tout le monde. Et donc une association a été montée suite à ces demandes pour mettre en place, bah, concrètement cette idée de sécurité sociale alimentaire, en Ariège. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que cela fonctionne concrètement? Très concrètement, tout le monde a le droit à 50 €. Donc tous les gens qui vont participer à cette caisse ont le droit à 50 €. On ne peut le dépenser que sur des produits, qui sont locaux et durables et c'est financé par la cotisation. Donc, la cotisation minimale est fixée à 10 € et c'est un pourcentage du revenu qui est demandé pour une première année d'expérimentation. Donc on cotise selon ses moyens, on reçoit 50 € dans une des épiceries où il y a des produits locaux en Ariège et on les dépense sur des produits locaux et durables. D'accord, donc en fait, moi dans mon esprit, je pensais qu'il y avait aussi de l'achat en fait, de denrées alimentaires et de la distribution, mais pas du tout. Non, en fait, les 50 € c'est une allocation qui est sur un compte client dans une épicerie de produits locaux et donc on va dans cette épicerie, on fait ses courses en débitant son compte client jusqu'à arriver à zéro avec des produits locaux. Donc on cotise selon nos moyens. Aujourd'hui en Ariège, c'est entre 10 et 80. Tout le monde reçoit 50 € et on va faire ses courses dans les magasins et les commerçants ont, des comptes clients et ils savent qu'on a 50 €, mais ils savent pas combien on a cotisé. Comment est-ce que, du coup, vous avez choisi, ces commerçants? Il y a des producteurs, en direct? Ce sont des magasins intermédiaires? Comment s'est passé le choix? Bah, ces mêmes gens qui ont réfléchi sur l'alimentation et cetera, et qui ont dit: «Il faut faire une sécurité sociale de l'alimentation». On avait aussi réfléchi à quelle alimentation on voulait soutenir pour le futur en Ariège et ce qui était revenu, c'était qu'on voulait une alimentation qui soit locale, c'était la priorité, durable, c'est-à-dire bonne pour la santé et l'environnement et rémunératrice pour les producteurs et les productrices. Donc pour commencer un système comme ça avec peu de moyens, on a fait au plus simple logistiquement, donc on allait voir les épiceries de produits locaux et on leur a parlé du système. Ils ont dit: «Bon, bah, nous ça nous va, mais il faut pas que ce soit compliqué à gérer». Et donc cette idée de compte client, elle est venue comme ça et donc c'est des épiceries de produits locaux qui sont en Ariège, qui ont été sélectionnées pour la première année d'expérimentation et là, il y a une charte de conventionnement pour affiner les critères selon lesquels on peut dépenser l'argent qu'on met en commun, qui est en train d'être rédigé par les adhérents de l'association et donc là, ça permettra d'intégrer les producteurs en vente directe sur les marchés et cetera. Et aujourd'hui, il y a combien de d'adhérents? Aujourd'hui, il y a 190 adhérents à l'association qui s'est lancée en janvier de cette année, et on est 125 à cotiser chaque mois dans, 17 épiceries, de produits locaux en Ariège. Alors quand tu dis on est 125 à cotiser, c'est parce que les autres adhérents ne peuvent pas cotiser, n'ont pas les moyens de le faire? Non, c'est qu'il y a pas d'épicerie assez proche de chez eux, c'est pas intéressant
et ou alors ils ont déjà leur, circuit enfin leur modalité d'approvisionnement en produits locaux, mais ils soutiennent l'idée, ils rejoindront le système plus tard quand on pourra aller sur les marchés en vente directe et cetera. Mais ils soutiennent la démarche sans y participer jusqu'au bout. Est-ce que vous avez eu aussi cette réflexion dans une optique de complémentarité à ce que fait notamment l'aide alimentaire pour les publics qui sont très précaires? Ouais, on a construit le système, donc il y avait des associations d'aide alimentaire qui venaient à ces réunions-là sur l'alimentation, heu et quand on a commencé à construire le système, on l'a pas fait dans notre coin, on l'a fait, avec les associations qui sont, les experts. Donc on a beaucoup travaillé notamment avec le Secours catholique, Emmaüs et Hérisson Bellor en Ariège, dans un premier temps pour, construire le système et être sûr que, ce soit vraiment utilisable pour tout le monde et que ce soit chouette et sympa. Donc cette idée de compte client, ça semblait bien parce que les commerçants savaient pas qui avait cotisé combien et le fait qu'on puisse acheter ce qu'on veut à l'intérieur de l'épicerie, qu'il y ait pas de contrôle, pas de flicage, pas de ticket à produire, ça leur semblait bien aussi et qu'on ne demande pas de justificatif pour les montants de cotisation, ça leur semblait bien aussi. Donc l'idée, c'est pas de remplacer l'aide alimentaire, faut pas rêver, c'est de tester d'autres systèmes pour, répondre à l'urgence, alimentaire, enfin à la pauvreté quoi. Donc c'est juste des systèmes expérimentaux qui ont vocation à se massifier si ça fonctionne et qu'il y a une vraie adhésion au sein de la population et des collectivités. Mais pour l'instant, on est juste sur des systèmes tests, de se dire: «Qu'est-ce que ça pourrait être? Comment ça pourrait être autrement?» On n'est pas du tout en train de remplacer l'aide alimentaire, aucunement. Très bien et tu parles de tests et d'expérimentation. Est-ce que ça veut dire que, vous avez une date d'échéance et qu'est-ce qui va se passer ensuite, une fois que l'expérimentation est terminée? Ouais, alors on avait, donc c'est les élus du syndicat de communauté de communes, là, le PETR de l'Ariège, qui porte le projet alimentaire de territoire, qui ont validé, la création de cette association et son animation surtout par un salarié, donc moi. Et c'était jusque fin 2025 et on espère que les résultats de l'expérimentation vont les satisfaire, que tous les acteurs qui sont engagés sur cette caisse, que ce soit les épiceries, les associations et cetera, vont être satisfaits, vont vouloir que ça continue et donc si ça continue, l'objectif, c'est qu'en janvier 2026, on ait une nouvelle grille de cotisation qui fonctionne à partir du reste à vivre et plus uniquement du revenu. Qu'il soit progressif également. Aujourd'hui, c'est le même pourcentage du revenu pour tout le monde. Demain, on aimerait que ce soit plus progressif. C'est-à-dire que moins on a d'argent, moins on cotise une part importante de son revenu et plus on a d'argent, plus on cotise une part importante de son revenu. La sécu, par exemple, en 2012, c'était, les 10 les plus pauvres qui contribuaient à hauteur de 4 de leurs revenus et les 10 les plus riches à hauteur de 15 de leurs revenus. Donc on aimerait bien aller sur, au moins une philosophie similaire pour le financement de la sécu, mais pour l'alimentation. Donc, en janvier, on espère avoir ça, une charte de conventionnement et des nouveaux statuts associatifs pour, une gouvernance plus ouverte et donc, si ça fonctionne, après l'objectif, ça va être d'intégrer le maximum de personnes à l'intérieur de cette caisse, donc qui concerne tout le monde, y compris des gens très pauvres qui vont à l'aide alimentaire où c'est vraiment compliqué et des gens qui ont les moyens et l'idée, c'est de mettre tout le monde qui est rassemblé par la même chose, l'alimentation, au sein d'un même collectif et les rencontres qui s'y produisent sont assez riches pour tout le monde, en fait. Et vous avez eu aussi des retours côté, producteurs locaux? Oui, les producteurs, fournissent déjà les épiceries qui sont partenaires et participent aux travaux sur le conventionnement pour venir, donner les réalités de ce que c'est qu'être agriculteur et c'est quelque chose qu'ils suivent avec pas mal d'enthousiasme et ils se disent: oui, s'il y a vraiment du monde qui rejoint, ça peut être très intéressant et au-delà de ça, ça peut permettre de recréer des liens entre habitants et producteurs d'un territoire pour recréer du lien et des réseaux de solidarité très concrets autour de l'alimentation. Radio Copalim. Culture Copalim. L'association Caisse Commune a également récupéré une cantine itinérante qui va nous permettre de faire des repas un petit peu partout en Ariège, où on cuisinera tous ensemble avec des produits locaux et on mangera tous ensemble. Donc on a une caravane qui est une cantine itinérante et qu'on va commencer à utiliser d'ici fin septembre pour faire des événements, dans les villages en rassemblant, tout le monde autour de l'alimentation. Romain, on a une tradition dans Radio Copalim où on demande aux personnes, qui viennent nous parler, voilà, de leur projet de nous donner une vision par rapport à un mot. J'aimerais que tu m'expliques ce que c'est pour toi,
le droit à l'alimentation? Je pense que le droit à l'alimentation, c'est comme tout droit. Il suffit pas qu'il soit inscrit dans la loi pour qu'il soit effectif et donc c'est uniquement une affaire de rapport de force, j'ai envie de dire, entre des gens qui s'organisent à leur échelle pour que concrètement, nous, on puisse bien manger et des gens qui ont des intérêts opposés, à savoir, le complexe agro-industriel qui se sert aujourd'hui de l'aide alimentaire pour écouler ce qu'il ne réussit pas à vendre en défiscalisant. Donc autour du droit à l'alimentation, il y a des intérêts antagonistes. Un système agro-industriel qui est dans une logique de concurrence à l'échelle mondiale pour être le moins cher possible, peu importe si ce qu'il propose comme produit est mauvais pour la santé et l'environnement. Et de l'autre, nous, dans les territoires, qui essayons de créer du lien, des réseaux de solidarité alimentaire pour faire en sorte que tout le monde puisse bien manger. Donc le droit à l'alimentation, moi je ne le vois pas comme une transcription juridique à l'Assemblée nationale ou autre, mais plutôt comme à quel moment les réseaux qu'on aura réussi à construire dans nos territoires seront suffisamment robustes et solides pour qu'on puisse parler de droit à l'alimentation, mais concret. Merci beaucoup, Romain. Merci. Radio Copalim, le podcast de la plus grande coopération associative d'Occitanie. Et c'est la fin de ce numéro spécial sur le droit à l'alimentation. J'espère qu'il vous a plu. Pour soutenir ce podcast et les associations de Copalim Occitanie, je vous invite à noter Radio Copalim 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à cliquer sur la cloche pour vous abonner et ne manquer aucun épisode. À bientôt!